Bah, qu'est-ce qui bloque? C'est tu vas voir une banque, tu lui dis moi je vais te ramener du business. La banque elle te regarde, tu te dis c'est rien. Une fois qu'on a trouvé le premier partenaire bancaire, les autres on les a eu en un mois. Ah oui, On a eu un partenaire bancaire en un an et demi et on en a eu 4 autres en un mois. Généralement quand on a un qui dit oui, bah en fait ça y est, les autres suivent facilement. On a plus de 2000 clients et on a accompagné nos clients à générer depuis le début plus de 180 millions de chiffre d'affaires. L'année dernière on a fait quasiment 60 millions. De croire que tu vas y arriver, je trouve que c'est hyper important parce que c'est ce qui te donne envie de te lever le matin. Est-ce que ça te donne envie de, si tu te prends une porte, de passer à l'autre, en fait, sans te poser trop de questions. Et je trouve que ça, je crois que c'est le plus important quand tu commences à entreprendre. Bienvenue dans Malbarré, le podcast qui plonge dans les débuts des startups lyonnaises. Chaque épisode, on donne la parole à des fondateurs ou experts growth qui ont transformé leur galère en succès. Ici, on parle sans filtre des premiers pas, des premières victoires et parfois des moments où tout semblait mal barré. Salut Yacine. Salut. Merci de venir dans Malbarré. Avec grand plaisir. Pour présenter un peu de quoi on va parler, surtout on va parler de toi. Mais tu viens aussi pour présenter Lenbox. Lenbox, j'aime bien faire aussi le petit pitch, mais après, forcément, tu vas plus le dire avec tes mots. Lenbox, c'est une solution pour faciliter les paiements des petites entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, et tu me l'avais très bien pitché, je me rappelle qu'on avait fait un petit entretien tous les deux, c'est qu'aujourd'hui, du coup, les facilités de paiement, en général, s'adressent plutôt à des grosses entreprises. Et toi, tu viens faire l'intermédiaire avec Lenbox pour les plus petites entreprises, donc par exemple un artisan qui veut proposer des facilités de paiement à ses clients. C'est ça. Mais déjà, avant de parler un peu plus en détail du côté professionnel et du côté Lenbox, j'aimerais parler un peu plus de toi. Et du coup, c'est qui Yacine, mais sans la partie professionnelle? Waouh, c'est qui Yacine, mais sans la partie professionnelle? Ok. Yacine, c'est qui sans la partie professionnelle? Yacine, c'est quelqu'un qui est hyper actif, qui a besoin de se nourrir de plein de choses tout le temps, qui a besoin de bouger partout et qui fait beaucoup de sport pour dépenser l'énergie qui lui reste avant d'aller dormir. Attends, trop. Donne-nous-en un petit peu. C'est ça. Et parfois, il m'arrive de faire 2 séances de sport dans la journée. Ah ouais? Ouais. À ce point-là. Mais ouais. Je te vois au H7, tu pars courir entre midi et 2 et tout. Tu fais un marathon, du coup, c'est ça aussi? T'as prévu un marathon? On fait des trails. Okay. On fait des trails avec des potes. Et là, on en a un, le prochain. On va en faire un en Corse, 65 km. Donc c'est cool. Pas mal. Ouais. Ouais, bon courage. Merci. Pour parler un peu plus de ton parcours, comment déjà t'es arrivé à Lenbox? C'est quoi un peu ton introduction dans la vie entrepreneuriale? Ouais, alors moi j'ai eu un master en finance et après je voulais bosser en fusion-acquisition. Et donc j'ai bossé pendant 2 ans dans un cabinet de conseil où on accompagnait les entrepreneurs soit à lever des fonds, soit à vendre leur boîte, soit à racheter d'autres boîtes. Ok. Et au fait, quand j'ai plongé dans ce monde-là, je n'avais pas du tout en tête que j'allais entreprendre un jour. Moi j'étais plutôt carriériste donc en entreprise. Et pendant ces 2 années, à force de rencontrer des entrepreneurs, de parler à plein d'entrepreneurs, de les accompagner dans leurs projets, au fait, j'ai eu envie de passer de l'autre côté. Parce que généralement, quand on est du côté conseil, en fait, les choses nous paraissent toujours un peu plus simples et un peu plus logiques que quand on est du côté exécution. Et au fait, je voulais vraiment passer du conseil à l'exécution et je voulais à un moment donné être à la place de ces entrepreneurs-là pour pouvoir appliquer ce que j'avais en tête et les conseils que je leur donnais. Ouais. Mais du coup, comment t'expliques ce côté, tu vois, où tu dis ça paraît plus logique? C'est plus parce que tu as un pied de recul? Exactement. Une vision globale? Exactement, parce qu'on a un pied de recul et parce que quand tu es dans le conseil, ça te permet de voir au fait plein de projets. Et du coup, d'avoir un certain recul sur un secteur ou sur certains process ou sur des choses comme ça que les entrepreneurs eux-mêmes n'ont pas parce qu'ils sont monoproduits au fait et monotâches. Ouais. T'as un peu la tête dans le guidon aussi quand t'es dans ton projet. Exactement. Et l'envie, c'était vraiment de pouvoir exécuter ce que j'avais en tête. Ok. Et voilà, c'est un peu cette frustration que d'être juste dans le côté conseil et de laisser les autres faire. Ouais. Et j'avais envie de faire. Mais du coup, donc, tu t'es dit, ça a l'air sympa ce jeu de l'entrepreneuriat, ok, on va tester. Mais tu avais ton idée en tête ou pas du tout? Alors, j'ai quitté le poste en ayant une idée en tête. Ok. Mais j'aurais pas dû. C'était quoi du coup?
J'aurais pas dû. C'était, en fait, c'était une marketplace de voitures électriques. Ok. Parce qu'à l'époque, il y avait plein de nouveaux modèles qui sortaient, mais les gens ne savaient pas quoi acheter parce que tu en avais une qui avait 400 km d'autonomie, l'autre 500, l'autre 600, l'autre une batterie différente de l'autre, etc. Du coup, c'était hyper compliqué. Et les gens étaient un peu perdus. Et du coup, le but, c'était de faire une marketplace de voitures électriques pour accompagner les gens à acheter un véhicule. Et voilà. Et c'était époque post-Tesla ou avant? Bah, c'était. C'est quand. Enfin, j'ai quitté en février 2018. Ok, ah oui, donc il y avait Donc, quand même... ouais, donc ça commençait. Mais on était vraiment au début. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au début. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les clients étaient ravis. Enfin, les gens à qui on allait potentiellement vendre des voitures étaient ravis du service. Ouais. Sauf que de l'autre côté, quand on allait voir les concessionnaires et on leur disait bah, donnez-nous votre stock pour qu'on le mette sur notre site, bah, le problème c'est qu'ils n'avaient pas de stock. Et pour acheter des C'était la voitures demande. et pour acheter une voiture électrique à l'époque, tu attendais entre 6 mois et 1 an avant de la recevoir. Ah oui, ok. En fait, du coup, on s'est dit bon bah merde, faut faire. Premier moment mal barré. Premier moment mal barré. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus de travail. Et du coup, ça s'arrête comme ça? Ça s'arrête comme ça. On s'est dit bah en fait, on arrive un peu trop tôt. Et après, j'ai des potes qui ont fait la même chose, mais en beaucoup mieux. Ouais. Et ça cartonne. Ah oui, Et ils l'ont fait aujourd'hui- 1 an et demi plus tard, un truc comme ça, et ça cartonne super bien. En Ouais. exécution, ils sont très très bons, et en fait, ça marche super bien. Ok. Donc voilà, donc après, on s'est dit, bon bah ok, maintenant, Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? Et on était 2 à l'époque. Donc, un associé aussi de l'Unbox? Avec un des associés, ouais. Ok. Ouais, il n'y avait pas le troisième encore. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? D'où te vient l'idée de l'Unbox? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, en fait, on va voir des gens, on leur dit écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Quel problème vous avez? On vous le résout. Bah, déjà, c'est une bonne approche parce que le nombre de projets qui se lancent en disant j'ai une solution à vendre, mais je sais pas le problème Ouais. qu'il va y avoir derrière. Donc, déjà, toi, tu pars du problème. C'est... Ouais, bah oui, parce qu'on s'est rendu compte que ce que j'avais fait avec le premier projet, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Ouais. Et je pense que c'était la première erreur, c'est de penser que l'idée qu'on a est incroyable et que ça va forcément marcher. Ouais. Et j'avais déjà fait les business plans. Vu que j'étais en cabinet de conseil, Ouais. j'étais pro en pitch, business plan, tableau Excel prévisionnel sur 5 ans. Mais du coup, après, ce qu'on a fait, en fait, c'est que vu pour ce projet-là, on allait voir des gens dans le monde de l'auto, Ouais. bah, en fait, on a créé une sorte de relation avec certains d'entre eux et du coup, on allait les voir en leur disant bon, bah, ok, aujourd'hui, c'est quoi votre fonctionnement, c'est quoi vos process, est-ce qu'il vous manque quelque chose, est-ce que vous avez un problème que vous voulez résoudre, etc. Ouais. C'est un peu compliqué, parce que les gens, bah, généralement, ils te disent bah, en fait, non, moi, ça va, j'ai pas de problème. Ouais, ils en ont pas conscience. Ou... Ouais, voilà, ils en ont pas conscience de leurs problématiques et peut-être que parfois, ils en ont juste pas, en fait. Oui. Et que bah, leurs process sont déjà bien et que ça fonctionne déjà bien. Et du coup, on a voulu monter un autre projet. Donc en fait, nous, on a fait 4 projets avant de trouver l'Unbox. Et en fait, le deuxième projet, c'était, on avait vu aux États-Unis qu'il y avait des grosses boîtes, des startups qui avaient levé une tonne d'argent et qui faisaient du leasing de voitures sans engagement. Ok. Et du coup, on s'est dit, putain, super, ça existe pas en France et en Europe. Bah, viens, on teste ça. Et en fait, c'est pareil. Les clients étaient super contents parce que généralement, quand on se dit qu'on va tester un projet, on avait développé une sorte d'automatisme. On créait des boîtes mail, on créait une landing page, Ouais. on écrivait 2-3 articles qu'on essayait d'envoyer à gauche à droite dans des groupes sur Facebook ou des choses comme ça. Et puis, bah, on voyait si on avait des retours, on récupérait des mails, on prenait des rendez-vous et on parlait aux gens au téléphone. Ouais. Et donc on avait fait ça pour la deuxième boîte aussi. Les gens étaient hyper réceptifs. Putain, on avait eu... j'avais fait un article, je l'avais publié, je l'avais publié sur un groupe sur Facebook, je crois que j'avais eu 200 mails. Ouais. Et du coup, on s'est dit, waouh, ça y Il y est, a un on a intérêt, là. trouvé le bon truc, on était hyper contents. Mais au final, derrière, quand on allait voir les concessions ou les constructeurs ou des choses comme ça, pour qu'ils nous mettent à disposition leurs véhicules, pour qu'on puisse les louer à des particuliers sans engagement, bah, en fait, c'est trop compliqué. En C'était termes vraiment trop législatifs, compliqué. Bah, en termes législatifs, les concessions nous disaient bah oui, mais moi, si je te laisse mon véhicule, s'il sort de la concession, il faut que je l'assure.
Ouais. Tu vois, et donc au fait déjà là on avait un problème. Les constructeurs ils nous disaient, enfin on était 2 gars avec un pitch, avec un PowerPoint, ils nous disaient non mais on va pas vous laisser nos véhicules, c'est mort. Quand on allait voir les loueurs, ils nous disaient pareil. Nous on a déjà des clients, on s'en fout un peu de cette offre. Donc ça aussi, après, je crois que ça a duré un mois et demi, le temps de parler au fait à toutes les parties prenantes. Ouais. Ça nous avait pris un mois et demi. Après on s'est dit qu'on allait faire encore autre chose. Et donc on avait fait, on avait fait 2-3 autres projets, toujours un peu dans l'auto, et qui n'avaient pas marché. Et au fait, à un moment donné, avec mon associé du coup, Johan, on allait voir des marchands automobiles. C'était pas des concessionnaires, Ouais. mais au fait, quand on voulait lancer le leasing sans engagement, on allait voir des marchands auto qui n'avaient pas d'enseigne, au fait, de BM, Renault Ouais. ou autre. C'était Jean-Michel Automobile, au fait, qui avait indépendant, son ouais. parc, ouais, exactement, Ouais, ok. qui avait son parc. Et généralement, c'est ces gens-là, quand on allait les voir, en fait, personne ne proposait du financement. On remarquait qu'ils avaient tous des partenaires financiers, mais que personne ne proposait à ses clients des financements parce qu'en fait, les gars, ils sont un ou deux dans le point de vente. Le financement, c'est pas leur métier. Ils savent pas faire. Ouais. Ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Ils ont déjà plein de trucs à faire. Il faut qu'ils récupèrent les pièces du client, qu'ils les envoient à la banque. S'il y a des pièces qui vont pas, il faut qu'ils repartent voir le client, qu'ils les renvoient à la banque. Et en fait, on s'est dit qu'on va peut-être lancer un truc qui va les aider au fait, à proposer les mêmes services qu'on retrouve en concession. Ouais. Que quand on va en concession, généralement, on nous propose du financement, on nous propose de l'assurance, etc. Et du coup, on s'est dit, en fait, on va faire en sorte de leur offrir d'être un peu leur finance manager et de leur permettre de proposer des solutions de financement. Ouais, ok. Donc Et en donc, mode c'est de parti de là. conseil. Exactement. Ok. Et c'est parti de là. Pareil, landing page, boîte mail, etc. Et du coup, avec Johan, ce qu'on faisait, c'est en fait, il venait à Lyon, on prenait la voiture et on allait voir tous les marchands qui étaient autour de Lyon. Ouais. Et Saint-Etienne, parce que Johan est de Saint-Etienne. Du coup, moi, je suis à Lyon et moi, j'allais voir ceux qui étaient dans Lyon, lui à Saint-Etienne. Et en fait, on leur disait, voilà ce qu'on fait. Si vous avez des dossiers, envoyez-nous les informations par mail. En fait, on commençait à recevoir 1 dossier par jour, 2 dossiers par jour, 10 dossiers par jour. Et on voyait que ça commençait à prendre. Et on s'est dit, Ouais, là, il y a on un a peut-être intérêt. quelque chose. Ouais. Et du coup, ça, tu le faisais gratuitement. Ça, on le faisait gratuitement. Ouais. Ok, pour Ça, on le tester le faisait marché. gratuitement pour tester. Et après, le gros défi, ça a été de trouver un partenaire bancaire qui allait nous suivre. Et ça, pareil, on a traversé plus d'1 an de désert à essayer de convaincre des banques pour travailler avec nous. Et ça a été hyper compliqué. Parce que On a failli qu'est-ce qui abandonner bloque, plein de en fois. fait Qu'est-ce qui bloque? C'est tu vas voir une banque, tu lui dis moi je vais te ramener du business. La banque elle te regarde, tu te dis sérieux? Et en fait on n'avait pas le même emploi du temps. Tu vois, nous c'était notre truc principal. Fallait qu'on trouve un partenaire bancaire pour commencer à générer du chiffre. Ouais. Et quand tu vas voir des banques, déjà pour trouver le bon interlocuteur, ça nous a pris je crois 6 mois. Et c'est très très dur de les avoir. Et ensuite, quand tu fais un premier rendez-vous, t'attends 6 mois avant d'avoir le deuxième. Ensuite, il faut que tu passes par la partie juridique. T'attends encore plusieurs mois. Ouais. Et en fait, les délais sont incroyablement longs. Et ouais, pendant cette période, ça a été très dur. Parce que du coup, on savait pas s'il fallait faire autre chose. On savait pas s'il fallait encore pivoter une Ouais, autre parce que tu te retrouves dans le même schéma où, côté utilisateur, encore une fois, ça marche bien. Ouais. Enfin, tes utilisateurs finissent C'est pas, ça. mais le partenaire, il suit pas. Quoi. C'est ça. Mais ça, on savait qu'on allait trouver un truc parce qu'on voyait qu'il y avait des comparateurs de crédit, des trucs comme ça, etc. On savait qu'on allait potentiellement trouver des partenaires. Ouais. Mais c'était juste quand. Ouais. Et donc voilà. Donc une fois qu'on a trouvé le premier partenaire bancaire, les autres, on les a eu en un mois. Ah oui, On a eu un partenaire bancaire en 1 an et demi. Et on en a eu 4 autres en un mois. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un de connu. Ouais, voilà. Et du coup, généralement, quand on a un qui dit oui, Ils font en fait, confiance. ça y est, les autres suivent facilement. C'est fou quand même. Et Ouais. tu te dis, il faut convaincre cette première personne Exactement. pour y aller quoi après. Exactement. Donc voilà. Donc une fois qu'on a trouvé ça, après ça a déroulé. On a eu plein de moments mal barrés. On a eu plein de moments mal barrés. Parce qu'au moment où on a lancé et genre 4 mois après, il y a eu Covid. Ah oui. Donc on a lancé en octobre-novembre 2019. C'était quand Covid? Mars. Ouais, c'est ça. Ouais. Mars, Donc on a commencé à faire nos premiers euros de chiffre d'affaires. 1000 balles le premier mois, 2000, 3000, 6000. Bam.
Covid, zéro. À l'arrêt du coup complet. À l'arrêt complet, ouais. Ouais. À l'arrêt complet, parce que tout était fermé, donc à l'arrêt complet. Et puis petit à petit, le Covid, au fait, ça nous a permis de revoir un peu notre stratégie et la vision qu'on voulait vraiment avoir pour la boîte. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait le choix. En fait, c'était soit on continuait, en fait, dans l'automobile et on crée un truc dédié dans l'auto, Ouais. soit, en fait, on se disait, on ne veut pas rester que sur un marché. Et nous, notre objectif, c'est de proposer ce qu'on a proposé pour l'auto, pour plein d'autres secteurs d'activité, parce que la problématique, elle est un peu pareille partout, en fait. Ouais. C'est que les TPE, PME, elles sont mal servies en solutions de paiement et de financement. Et ils vont pas aller chercher les innovations comme ce que peuvent faire des grosses boîtes, parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps et qu'ils ont la tête dans le guidon et qu'ils sont pas assez nombreux, etc. Exactement. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé que la vision de Lenbox allait être, en fait, d'accompagner les TPME à augmenter leur chiffre d'affaires avec les mêmes solutions qu'on peut retrouver, en fait, chez les gros. Ouais. Et donc aujourd'hui, on est une plateforme où on regroupe plusieurs solutions de financement et de paiement avec lesquelles on équipe les TPE, PME, que ce soit e-commerce ou point de vente. Et aujourd'hui, on propose du virement instantané, du paiement CB, du paiement en plusieurs fois, des solutions de crédit. Là, bientôt, on va proposer des TPE. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment que quand ils viennent chez nous, qu'ils aient toutes les solutions pour encaisser leurs clients en un seul endroit et de leur éviter au fait d'avoir une multitude de partenaires, parce que pour chaque solution, il faut que tu ailles voir un partenaire différent. Ça leur évite d'attendre des mois avant la mise en place, parce que quand tu viens nous voir, nous, on a déjà les partenariats, et généralement, on a besoin de une semaine, même pas, pour te mettre au fait, toutes les solutions en place. Ouais, c'est sûr que déjà, tu leur évites... déjà, pour les personnes qui, comme tu disais, ils en ont même pas conscience, ou en tout cas, ils se lancent même pas dans les démarches parce qu'ils se disent « Ok, trop compliqué, j'ai pas le temps de gérer ça ». Et en plus, une fois qu'ils sont dedans, ils ont ce côté centralisé où, en fait, ils ont accès à plein d'autres services. Exactement. Ce que je voulais revenir aussi, c'est du coup, comment ça se passe. Donc, tu commences surtout sur les garages. Ouais. Ensuite, du coup, tu as dit que tu commences un peu à élargir un peu ta verticale. Et comment ça se passe, du coup ? Parce que aujourd'hui, du coup, il y a quand même un logiciel derrière. Comment ça s'articule tout ça ? Tu continues déjà sur cette partie conseil. Et comment tu fais ensuite avec les autres verticales et comment tu passes aussi du côté logiciel ? Ouais. En fait, ça a toujours été un logiciel. Dès le début ? Ouais, en fait, dès le début, nous, notre objectif, c'était de monter une boîte de logiciels. Okay. Et donc, dès le début, ça a été du logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, ils rentrent sur notre plateforme, ils génèrent une demande de financement, de paiement, de virement, peu importe. Ouais. Ils génèrent un lien qu'ils envoient à leurs clients, soit par SMS, soit par mail. Ou sinon, ils équipent leur site avec nos modules, etc. Mais tout a toujours été fait via un logiciel. Okay. Et au fait, on intègre nos partenaires de financement et de paiement via des API. Et ensuite, on fait le lien entre les partenaires qu'on a et les TPE, PME. Ok, donc dès le début, sur les premiers garagistes, tu as pu mettre en place cette solution ? Exactement. Alors, dès le début, oui et non. Oui et non, parce qu'on n'avait pas de... Nous, avant, on n'avait pas de tech. En fait, les deux profils que j'ai avec mon associé, c'est qu'on est des profils business. Ouais. Et donc, on n'avait pas du tout de tech. Et au fait, pareil, quand on a trouvé cette idée, le projet allait capoter parce qu'on n'avait pas les sous pour développer la plateforme. Ouais. Parce qu'il faut savoir que moi, on m'a arrêté le chômage à un moment donné pour un problème administratif. Ouais. Et du coup, en fait, on n'avait pas d'argent pour développer la plateforme et on a reçu des devis à 20 000, 30 000 balles, etc. On se disait, mais impossible, qu'est-ce qu'on va faire ? Et un jour, dans une réunion, un gars nous parle d'un truc, Bubble. Ah oui, no code. Waouh ! Et c'était en 2018. Ouais, c'était les vraiment débuts, pas en fait. connu. Ouais. Bubble Bubble venait d'être créé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était pas très connu. Et le gars m'a parlé de ça. Et je suis allé voir. Et ça a été pour nous notre sauveur et une grosse révélation. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, qu'on a pu entreprendre, en fait. Tu vois. Ouais, parce que du coup, vous l'avez fait vous de votre côté ? Du coup, j'ai Johan, lui, il s'occupait de la partie commerciale. Ouais. Et moi, en fait, je me suis mis sur Bubble matin, midi et soir. Je me suis formé tout seul. J'ai développé les trucs, etc. Et après, pour développer des API, parce qu'à un moment donné, quand on a trouvé notre partenaire bancaire pour intégrer les API, en fait, ça, par contre, c'était un peu plus compliqué parce que moi, je suis pas tech. Ouais. Et donc, j'étais allé sur le forum de Bubble et j'ai laissé un message en disant on a des API, est-ce qu'il y a des freelances qui pourraient nous aider ?
Et un gars qui nous répond, et c'est notre troisième associé aujourd'hui. Putain, Ouais. c'est beau. Improbable quand même. Improbable. Il a trouvé sa boîte sur Bubble, quoi. Ouais. Enfin, il a trouvé Ouais. sa prochaine boîte, c'est fou. Ouais. Et du coup, donc aujourd'hui, vous êtes toujours en no-code? Alors, on est toujours en no-code, mais on est en train de faire un switch, du coup, sur le code, sur du 100% code. Donc, c'est en cours, là. Ok. On est en plein dedans. Parce que pour des raisons financières, techniques. Pour des raisons déjà de faire en sorte que le code nous appartienne. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu es sur Bubble, le code t'appartient pas. Et puis pour avoir une gestion, on va dire, un peu plus flexible de ce qu'on veut faire de nos données, de où on veut les stocker. Ouais. Et puis question technique aussi, je sais que notre CTO, il commence à être un peu frustré sur Bubble pour faire pas mal de choses. Parfois, il y a des trucs qui arrivent qu'on ne comprenait pas. Et en fait, c'est bien. Je trouve que c'est bien et qu'on peut vraiment... on aurait pu rester dessus, en fait. Mais Ouais. on aurait eu toujours des petits problèmes qu'on ne comprenait pas d'où ça venait. Et en fait, c'était un peu frustrant. Et donc, fallait créer des solutions un peu en mode pansement. Et on en avait marre. Du coup, on s'est dit qu'on allait passer sur du 100% code pour être totalement... pour avoir une liberté... à 100% sur notre Mais SaaS, c'est quoi. sûr que c'est génial. Mais c'est pour vous, incroyable. c'est incroyable. Incroyable. Vraiment, Nous, on a passé depuis le début, enfin, on a toujours été sur Bubble et jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et c'est incroyable parce qu'au fait, tu peux tester à une vitesse, tu as une vitesse d'exécution avec Bubble qui est impressionnante. Ouais. Une fois que tu commences à connaître un peu, ta vitesse à tester, à itérer, elle est 10 fois plus rapide qu'en code, qu'en 100% code. Et aujourd'hui, il y a même des boîtes qui sont en 100% code et qui utilisent quand même des solutions no code pour tester des solutions avant de les développer en 100% c'est ça. code. Et c'est pour ça que c'est encore plus intéressant au début, quand tu sais pas exactement ton positionnement, quand tu sais pas exactement tes fonctionnalités qui vont marcher, de pouvoir tester aussi vite. Exactement. Trop cool. Et du coup, comment donc le logiciel tu Le lances switch direct? après, ouais. Non, plutôt quand tu vas chercher les autres verticales. Oui, alors les autres verticales, au fait, c'était en 2021. On commençait déjà à être pas mal dans l'auto. On commençait déjà à faire financer plusieurs dizaines de millions en fait, de projets sur la plateforme que sur l'auto. Ouais. Parce que l'auto, l'avantage, c'est que les paniers moyens, ils sont énormes. Parce que quand tu finances un truc, c'est tout de suite, on avait un panier moyen de 15 000 euros à peu près. Quand tu vas sur d'autres secteurs d'activité, comme par exemple l'habitat, on est plus sur des paniers moyens à 1000 balles, parce qu'un canapé, il coûte pas 15 000 euros. Ouais. Enfin, si, il y en a, mais... et donc, le switch, si c'est fait, en fait, c'est que d'une part, fallait diversifier un peu notre marché. Ouais. Parce qu'il y a des moments où l'auto, ça allait moins bien, etc. Et au fait, on s'est dit, on va aller sur des verticales en échangeant avec aussi nos partenaires donc de financement et de paiement pour voir quelles sont les verticales où il serait judicieux d'aller, là où il n'y a pas beaucoup de risques et là où ils acceptent d'aller aussi. Ouais. Parce que les banques, elles ont des restrictions sur certaines verticales où elles ne peuvent pas aller, etc. Et donc ça s'est fait comme ça et puis on a commencé. En fait, on a commencé parce qu'on avait des clients à nous qui voulaient nous conseiller pour d'autres, pour des collègues à eux, mais sur d'autres secteurs d'activité. Ouais, ils commençaient à faire un peu C'est de la ça. recommandation. Exactement. Et du coup, on s'est dit, viens, on commence à faire ça. Et du coup, ça a pris. Donc aujourd'hui, on est sur de l'automobile, on est sur le secteur de l'habitat, on est sur le secteur de la formation, du sport et tout ce qui est mobilité, vélo, etc. Et des soins pour les personnes ou pour les animaux. Ouais, ok. Et je me rends compte parce que t'en as parlé justement avec le panier moyen. On n'a pas parlé de ton business model, mais du coup, ça fonctionne comment, l'Inbox? Aujourd'hui, nous, on fait payer un abonnement aux TPME qui nous utilisent pour pouvoir accéder à nos plateformes. Et ensuite, sur certains produits, on prend un pourcentage des montants financiers. Donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir forcément des... Alors, c'est pas là, nous, on fait notre plus gros chiffre. Notre plus gros chiffre, c'est principalement les abos. Ok. Ouais, c'est principalement les abonnements et le MRR. Ce qui est intéressant aussi, c'est du coup, t'en as parlé un petit peu au début de comment tu vas chercher tes cibles. Comment tu faisais après quand tu as attaqué justement ces nouvelles verticales pour aller chercher ces personnes et donc ta stratégie d'acquisition pour aller les toucher. Parce qu'en plus, tu as des secteurs qui sont différents et tout. Je sais qu'il y en a qui sont compliqués à aller chercher. Toi, comment tu as fait pour aller chercher ces gens-là?
Dans l'auto, en fait, nous, ce qu'on avait fait au début, c'est qu'on avait on avait développé des API dès le début pour qu'on puisse être intégré sur des solutions, enfin sur des logiciels tierces. Ouais. Donc des logiciels de gestion de stock, des logiciels de facture ou des choses comme ça dans l'auto. Et ça nous a beaucoup aidé et ça nous a permis d'avoir, en fait, avec un minimum, on va dire, d'efforts sur l'acquisition, d'avoir accès à un panel de clients et à tous les clients de nos partenaires, en fait, qui ont intégré nos solutions. Ouais. Et donc ça, dans l'auto, ça a été vraiment un game changer pour nous et c'est comme ça, et c'est ce qui nous a permis de décoller. Et comment tu l'as détecté, ça, ce besoin? Comment on a détecté ce besoin? Je pense que c'est vraiment au fur et à mesure de nos échanges avec les différentes parties prenantes dans l'auto. Vraiment, on discutait avec tout le monde, on parlait avec tout le monde. Ouais. Et au fait, on s'était dit au début, il y a des logiciels dans l'auto, il y a des CRM. En fait, il y a tous les marchands auto utilisent des CRM pour la gestion de leur stock, la facture, etc. Et au fait, on remarquait que personne ne proposait du financement dans ces logiciels-là. Ouais, ok. Du coup, on s'est dit, on va contacter ces gens-là. Et on a qui nous ont dit OK. Et du coup, on a commencé à bosser ensemble. Et du coup, tous leurs clients qui étaient intéressés par les financements, en fait, ils nous les envoyaient. Énorme. Et ils pouvaient utiliser nos solutions directement depuis la plateforme. Depuis leur plateforme CRM sans devoir venir sur l'Inbox, en fait. Et est-ce que les gens qui n'étaient pas encore sur l'Inbox, ils le voyaient aussi popper dans leur logiciel de gestion? Ils voyaient par exemple l'Inbox, c'est quoi ça, j'ai à disposition un service de financement. Ils le voyaient, mais ils n'étaient pas clients encore. Ouais, c'est ça, exactement. Là, c'est énorme. Du coup, c'est un énorme pouvoir de référol. Exactement. Ok, donc exactement. Ça, c'est gros driver pour vous? C'était un gros driver, sachant que, en fait, nous, avant, on ne proposait pas d'abonnement. Ouais. Avant, nous, notre principal business model, c'était qu'on touchait un pourcentage des montants financiers. Ok. Et au fait, le business model tel qu'il est n'était pas viable parce que pas de rentrée récurrente, tu ne sais pas combien tu vas financer le mois prochain. Le mois d'août, tu finances beaucoup moins. Du coup, si jamais tu recrutes parce que tu as beaucoup financé les 6 premiers mois, tu fais quoi l'été? Parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de financement. Et donc, c'était pas suffisant. On n'arrivait pas à investir avec le pourcentage des montants financés pour continuer à développer nos plateformes, aller chercher, recruter et surtout s'occuper de nos premiers clients qui venaient nous voir pour faire des financements, en fait. Parce qu'à un moment donné, on commençait à en avoir énormément vu qu'il n'y avait pas d'abo. Donc tout le monde s'inscrivait, tout le monde venait et tout le monde disait « Ok, moi je suis intéressé ». Sauf que nous, on n'était que 2 encore à l'époque. Et en fait, à un moment donné, on n'arrivait plus à gérer le flux entrant. Ouais, parce que eux, en fait, au final, ils n'avaient rien à perdre. Ils étaient inscrits. Exactement. Ils n'avaient absolument rien à perdre. Et du coup, on s'est dit, en fait, pour construire un vrai business. Et puis oui, après, on a eu le Covid. Du coup, on commençait à avoir le chiffre d'affaires qui montait. Après Covid, on est passé à 0. Donc on s'est dit, pour monter quelque chose qui soit viable dans le temps, pour qu'on puisse s'occuper de nos clients, pour qu'on puisse réinvestir, pour qu'on puisse recruter, en fait, il faut qu'on change de business model. Et c'est comme ça qu'on a testé les abonnements. Et ça a hyper bien marché dès le début. Et là, tu fais comment déjà ton pricing? Tu as un pricing du coup fixe? Aujourd'hui, on a un pricing fixe, c'est ça. En fonction de ce que tu vas prendre dans nos offres, on a des offres de paiement classique à 29 €. On a des offres un peu plus poussées avec du paiement 3-4 fois à 69 et on a une offre avec toutes nos solutions à 89. Le but, c'était vraiment de ne pas pricer trop cher parce qu'on doit rester quand même accessible, en fait, parce que notre cible, on ne cible pas les grands groupes. Et donc, le but, c'est quand même de rester accessible au plus grand nombre de TPE, PME. Et ça m'intéresse parce que c'est toujours une question délicate, justement, le pricing. Comment, vous êtes basé sur quoi? C'est hyper compliqué. À l'époque, on s'était basé sur rien, clairement. Non, mais c'est vrai. On s'est dit, venez, on fixe un prix et on voit comment les gens vont réagir. Et on avait fixé un prix au début, je ne sais plus combien c'était. En fait, on avait balancé un petit tarif, un gros tarif. On avait vu celui qui marchait le mieux. Et au fait, il y avait des gens qui payaient le gros tarif, d'autres qui payaient le petit tarif. Et au fur et à mesure du temps, au fait, avec les retours terrain qu'on a eus, et on est aussi allé voir les logiciels qu'utilisaient ces gens-là. Pas forcément sur le paiement, tu vois, mais sur d'autres aspects, que ce soit CRM, facturation ou autre. On allait voir les tarifs que pratiquaient ces gens-là. Et on est parti sur ça. Entre les retours terrain qu'on a eus, c'est une bonne astuce, hein. et entre les prix qu'ils payaient déjà pour leur abonnement. Parce que s'ils sont habitués à payer des outils à 50 € et tu leur dis 200 €, ils vont te dire, mais en fait, non, merci. C'est vrai que c'est une bonne technique. Parce que tu vois, là, du coup, j'arrive à me projeter par rapport à nous. On a pas mal d'outils pour la prospection.
Et c'est vrai que tu regardes, les pricing sont plus... même si c'est pas un outil concurrent direct, tu regardes le prix est à peu près similaire à chaque fois. C'est identique, ouais. Parce que c'est ce que les gens sont prêts à payer. Donc ça sert à rien que tu repartes sur un truc où tu fixes trop bas, parce que ce serait dommage que tu gagnes moins. Ouais, et puis surtout, dans le podcast juste avant toi, du coup, Jean nous disait, forcément, c'est plus difficile d'augmenter ensuite ton prix que de le baisser. Vaut mieux, tu vois, que ça soit l'inverse, que tu baisses un peu ton pricing, que tu fasses un message comme en mode, voilà, on est obligé d'augmenter nos tarifs. Exactement. Quoi. Et du coup, donc, tu le proposes, tu te rappelles plus le premier prix premier tarif? Honnêtement, je m'en rappelle plus, mais je crois qu'on a déjà vendu un abonnement à un peu plus de 100 € par mois. Ouais, au tout début. Ouais, c'était vraiment au tout début. Quand je te dis ça, c'était 2020, 2021, je crois, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'était vraiment le tout début. On s'est dit, on va mettre en place des abonnements, parce qu'au début, c'était 100. Et ouais, quand on a vu que ça a marché, on s'est dit, de toute façon, si ça n'avait pas marché, ça aurait été pas très viable comme projet, clairement. Et tu aurais repivoté sur autre chose. Potentiellement, ouais. Non, mais c'est bien, il faut savoir repivoter quand... Justement, j'écoutais un podcast la dernière fois qui disait et les Américains sont plutôt bons aussi sur ça parce qu'ils vont très vite sur un truc, mais ils pivotent aussi très vite. Ouais. Tu vois. Et apparemment, en France, on est un peu moins bon sur ça. Ouais. Je crois qu'on a écouté le même, effectivement. Ouais, c'est possible. Je sais plus de qui c'était. Silicon Carnet. Exactement. Ouais, c'était exactement ça. ça. Silicon Carnet qui disait qu'en fait, les gars, même s'ils font du chiffre, ils sont prêts à lâcher le truc dans lequel ils font du chiffre pour aller vers une autre solution où ils savent qu'ils vont faire plus de chiffres et ils vont aller beaucoup plus vite et ils seront beaucoup plus gros. Ouais. Et c'est vrai que ici, quand tu commences à en faire un peu, en fait, tu te dis, attends, faut peut-être que j'essaie autre chose, peut-être que j'ai je pas trouve, tout tenté et tout. Ouais, c'est ça. Et après, il faut trouver aussi où aller avant de lâcher là où tu fais un peu de chiffres. Bah ouais, c'est sûr. Parce que c'est bon, faut quand même manger, faut payer ton loyer, faut. Bah ouais, c'est la base. C'est la base. Ok, stylé. Est-ce que tu as eu d'autres moments mal barrés qui sont arrivés justement dans cette période où vous lancez, tu commences à avoir aussi un petit rythme de croisière parce que du coup là tu as posé tes abonnements. Est-ce que tu n'as pas eu du tout de moments mal barrés ou non? À ce moment-là, ouais, c'est vrai que les moments mal barrés, on en a toujours, hein. On en a tout le temps, mais c'est vrai que les marquants, ça a été le premier où effectivement on a lancé plein de boîtes, il n'y en a aucune qui marchait, du coup on se retrouvait dos au mur un peu à devoir trouver quelque chose à monter, au fait, quelque chose à créer. Ouais. Et le process est incroyable parce que tu pars d'une feuille blanche et tu te dis qu'est-ce que je vais créer, ensuite tu crées un truc et les gens te payent pour ça et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, la puissance du truc est incroyable. C'est vrai. Et donc après on a eu lancement, après on a eu Covid, après sinon ça s'est plutôt bien passé. Pas de gros moments. Et aujourd'hui du coup, pour en revenir aussi pareil sur cette partie acquisition, maintenant pareil pour le rappeler parce que du coup je pense qu'on arrive à faire la temporalité, mais du coup ça fait quand même 6 ans que vous existez depuis le début, Lenbox. Aujourd'hui, tu as quand même plutôt une acquisition, on va dire, bien structurée. Comment tu la décomposerais du coup? Il y a toujours cette partie referral. Tu vas chercher aussi des gens plus en... Tu m'avais parlé une fois aussi de cold emailing, que tu faisais pas mal. Comment ça s'articule aujourd'hui tout ça? Je sais pas si c'est bien structuré, mais... Je dirais pas structuré, mais en fait, on a toujours testé plein de choses. Et vu qu'on est sur des secteurs d'activité différents, ce qui marche dans l'un ne marche pas forcément dans l'autre. C'est ça qui est un peu challengeant avec votre solution. Dans l'auto, l'acquisition marchait beaucoup mieux que sur les autres secteurs d'activité parce qu'il y avait peu de solutions concurrentes. Ouais. Contrairement à quand on allait sur l'habitat ou sur du retail assez classique, là effectivement c'était un peu plus compliqué. Donc en fait nous on a vraiment tout testé. On a fait du mailing, on a fait du SMS, on a fait du phoning, on a fait de la pub payante. Ouais. On a fait de la pub payante pendant... en fait, on avait fait pendant 1 an et demi où on n'était que sur l'auto. Ça a super bien marché. Sur quoi, du coup? Sur Google Ads? On a fait du méta. Ok, et ça marchait bien. Google Ads, c'était trop cher pour le budget qu'on avait. C'est surtout qu'en plus, ils ne cherchent pas vraiment ta solution. Ouais, c'est ça. Ça devient compliqué. C'est ça. Donc non, on avait fait méta, ça avait plutôt bien marché jusqu'à un moment donné où, vu qu'on était que sur un secteur d'activité, en fait, à un moment donné, on n'avait plus autant de leads et le coût du lead augmentait parce qu'on avait l'impression qu'on avait fait le tour. Ouais. Et donc, on avait arrêté pendant un moment. Et ce qui était cool, c'est que quand on avait arrêté la pub, on avait toujours autant de signatures qu'avec la pub, au fait. Ok. Et on s'est rendu compte qu'on avait réussi à créer
Je saurais pas te dire comment, mais je pense qu'on a créé une image de marque où bah, en fait, on a quand même pas mal de leads. On a quand même pas mal de leads qui viennent sans budget, sans rien. Ouais, et t'arrives pas à Euh, l'identifier si c'est bah, plutôt du coup du referral, donc la recommandation. alors, on a beaucoup de referrals. Ouais, On a vraiment beaucoup de referrals parce que généralement, les gens, bah, ils se parlent entre eux. ouais, Donc, on en a énormément. Et nous aussi, pour le referral, bah, généralement, on a mis en place pas mal de choses. On a fait des campagnes pour le referral, pour gagner des chèques cadeaux ou des choses comme ça, etc. Et ça marche bien. ouais, Et généralement, quand tu viens en referral, bah, en fait, ton taux de transfo, il est énorme parce qu'ils ont déjà, c'est ça. enfin, ils savent déjà que ça marche chez un autre parce qu'il en a parlé. Et donc, je pense que c'est le moyen le plus rentable en Ouais, acquisition. et pourtant sous-estimé. Et pourtant sous-estimé. Mm. Ouais. Et dans l'auto, en fait, on avait aussi pas mal de monde qui venait nous voir sans acquisition, bah, parce que déjà, je pense, avec toute l'acquisition qu'on a faite au début, à aller voir tout le monde, à être dans des logiciels, on a eu quelques articles dans un magazine spécialisé qui s'appelait le Journal de l'Auto. Euh, et en fait, tout ça, ça a fait que bah, on commence à être connu et que les gens venaient nous voir. Ouais, ok. Venaient nous voir comme ça. Et même du coup, même sur les autres secteurs, ou parce que comment tu gères aujourd'hui justement ce ratio, tu vois, entre les différents secteurs pour aller les chercher tous, on va dire un peu plus à part égale, quoi. Ouais, alors sur les autres secteurs, ça a été forcément un peu plus compliqué parce que personne ne nous connaissait. Ouais. Dans l'auto, on avait réussi à se faire une place, mais dans les autres secteurs, ça a été compliqué. Donc ça a été du phoning, du mailing, on a testé de la pub aussi. Euh, mais ça n'a pas trop marché sur les autres secteurs comme ça a pu marcher avant. Ouais. Et ça n'a pas marché parce qu'en fait, avec toutes les restrictions que Facebook a aujourd'hui, nous, on est considéré comme une société qui offre des services de financement. Et ouais. Du coup, Et en dans fait, ton ciblage, t'es limité. c'est même pas qu'on est limité, c'est qu'on peut même pas cibler. Même l'âge, Com- tu peux pas bouger, t'as on juste peut- la géoloc. On peut rien cibler, on met nos créas, on met nos messages, on met nos trucs, et on doit laisser Meta faire ce qu'il veut. On a testé Google Ads aussi, mais pareil, on a des concurrents, enfin, on n'a pas les Excellent, moyens, c'est- en fait, on n'a pas les moyens de jouer avec eux. Et donc bah, aujourd'hui, on continue de faire soit par mailing, soit enfin, on fait de temps en temps des campagnes de phoning. Ouais. Du coup, dans les autres secteurs aussi, une fois qu'on commence à avoir les premiers clients, bah, on avait cette partie referral. Et du coup, on faisait en sorte de pousser à fond le referral avec des mois gratuits, avec des chèques cadeaux et des choses comme ça. Et en fait, ça marche super bien. Ah, c'est fou que Ça vous marche êtes allé vraiment. directement sur ça. C'est... Ouais. Enfin, c'est pas commun en tout cas. Parce qu'il y en Ouais. a beaucoup qui le sous-estiment, encore Mm. une fois. Et aussi, il y a un sujet bon, qui est plutôt récent, mais je pense que du coup, tu vas pouvoir nous le pitcher. J'ai vu que tu voulais lancer aussi un média. Est-ce Ouais. que c'est rattaché à l'Inbox? Ouais. T'as vu, je suis partout. Hein. Ouais. Attention, je regarde tout. Ouais, c'est rattaché à l'inbox. Bah, du coup, on revient à. En fait, c'est pour plusieurs raisons. Bah, et la raison principale, c'est de l'acquisition. Ouais. Et vu que, en fait, nous, on a une problématique, c'est qu'on vise des TPE, PME qui sont partout et en même temps nulle part. C'est ça, c'est ultra large. C'est très, très dur. C'est ultra large. Ils sont pas forcément sur LinkedIn. Ils lisent pas toujours forcément leur mail. Ouais. Quand tu appelles au téléphone, ils sont pas forcément dispo parce qu'ils sont que un ou deux et il y a des gens, enfin, généralement, ils ont des clients. Ouais. Et donc, ouais, l'acquisition en TPME est très compliquée. Très, Ouais. très compliquée. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire et qui peut nous faire kiffer aussi. Et d'une part, du coup, monter un média, c'est une sacrée expérience, je trouve. Ouais. Parce qu'on part de zéro, on n'y connaît rien et on aime bien. Et du coup, c'est quoi le. Et du coup, c'est vraiment récent. Là, on vient de tourner notre premier épisode. Ouais, donc ça sera quoi déjà en termes de format? C'est du format vidéo? C'est que du format vidéo, ouais. Le but, c'est de faire que du format vidéo parce qu'on voit que c'est ce qui marche le mieux et on veut pas faire des trucs en mode. Enfin, on veut pas faire des posts ou des choses comme ça pour faire des posts. On veut vraiment faire des formats vidéo. Ouais. On veut faire en sorte de mettre en avant les TPME. On trouve qu'elles sont pas assez mises en avant Ouais. aujourd'hui. Et pourtant, tu vois, c'est 98% du tissu économique français.
T'as 98% des sociétés, c'est des TPME. Après, le truc, c'est que dans les TPE, tu as aussi les auto-entrepreneurs qui sont Ouais. compris dedans. Ouais. Toi aussi, c'est une cible potentielle pour toi? Potentiellement, c'est une cible pour nos solutions de paiement, oui. Ouais, ok. Ouais. Donc, ouais, ton marché, il est... Donc en fait, ouais, c'est ça. Notre marché, vraiment, il est assez gros, mais très difficile à aller toucher. Ouais. Ok. Et donc du coup, nous, le média, c'est vraiment pour aller toucher cette cible-là, mais pas que. C'est aussi pour la mettre en avant. Ouais. Et parler de belles histoires de PME françaises, de TPE françaises, de savoir comment des TPE ont réussi à devenir des grandes entreprises ou des grosses boîtes, de savoir comment ils ont pu innover dans un secteur qui ne l'était pas du tout, Ouais. de savoir comment ils ont pu traverser des générations de boîtes et savoir toujours se renouveler avec de nouveaux concepts, des trucs comme ça. Tu vois, là, je suis sur un sujet d'une boîte qui existe depuis les années 1850 et qui ont réussi qui faisait un truc, je ne vais pas te spoiler, hein, mais qui font un produit qui est très connu et qui ont réussi à se réinventer au fur et à mesure du temps et à passer de simples fournisseurs à distributeurs, à créer un site e-commerce, à vendre dans le monde entier. Et ça, je trouve que ces histoires sont incroyables. Et du coup, même moi, quand je vais chercher ces trucs-là, c'est passionnant d'aller chercher ces histoires et d'aller creuser un peu et d'aller essayer de trouver des infos et de voir comment ces boîtes ont réussi à s'en sortir. Ouais, carrément. Et du coup, le média s'appellera Lenbox? Le média s'appellera Lenbiz. Lenbiz, ok. Ouais, ce média s'appellera Lenbiz et qui sera rattaché bien sûr à Lenbox. Ok. Ouais. Très stylé. Et d'ailleurs, je t'ai même pas demandé, mais pourquoi Lenbox? Waouh. Au début, ça s'appelait Finocar. Ok. C'était le premier nom de notre boîte parce qu'on était dans les voitures. Et là, puis ouais, tu comprends. Financement, finance, innovation, car. ouais. Voilà, ça faisait Finocar. Et après, vu qu'on voulait aller sur d'autres secteurs d'activité, du coup, il nous fallait un nouveau nom parce que Finocar, ça le faisait pas. Et puis, ça a été précipité. On ne devait pas le faire quand on l'a fait. On devait attendre encore un peu, mais ça a été précipité parce qu'il y a un gars qui avait une boîte qui s'appelait à peu près comme nous. Ouais. Et qui nous avait envoyé un courrier, un truc classique, quoi. Et qui était dans le même secteur d'activité que nous. Ah oui, aussi. en plus, ouais. Et donc on s'est dit, putain, on y a passé du temps. C'est très dur de trouver un nom. Ah, ben ça, ouais, on parle pas. Hyper dur. Et c'est dur de trouver un truc de dispo, un truc en .com. Laisse tomber, ça c'est quasiment impossible aujourd'hui. Et donc on est arrivé après plein de brainstorming. Et on avait le temps, c'était pendant le Covid. Ouais. On est arrivé à Lenbox. Lenbox, c'est un peu la boîte box, un peu la boîte après. Ouais. Parce qu'à l'époque, on proposait que des solutions de prêt. Et du coup, c'était la boîte après. Ok. C'était que t'arrivais, en gros, c'était comme un tiroir. Tu ouvrais le tiroir, tu prenais les solutions dont tu avais besoin et tu refermais. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui, tu vois. On a plein de solutions. Et le but, c'est que quand un marchand vient, il nous dit ok, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Bon, très bien. Et puis il utilise ce dont il a besoin. Puis au final, c'est pas plus mal parce que Finocar, du coup, tu t'es orienté beaucoup plus sur un secteur. Ah bah oui. Et là, t'élargis quoi. Ah bah oui, parce qu'au début, on allait vraiment se lancer que dans l'auto. On commençait à développer plein de trucs que pour l'auto, etc. Et on avait tout arrêté. Au final, c'est pas plus mal. Et au final, c'est pas plus mal, ouais. Encore un petit moment mal barré, finalement. Ouais. C'est bien. Sur la partie un peu plus métriques, déjà, première question, est-ce que toi, il y a une métrique que tu auras tout le temps, quasiment tous les jours? Une métrique que je regarde tout le temps, en fait, c'est notre MRR. Classique, ouais. Ça, c'est notre MRR, c'est le nerf de la guerre. Et du coup, comment tu l'utilises cette métrique, tu vois? Tu te dis, tu te fixes des objectifs de MRR, tu te fixes des objectifs plus sur d'ARR, tu fais comment? On se fixe des objectifs de MRR, bien sûr. Ouais. Alors, on a des objectifs trimestriels et en fait, on part sur un objectif annuel qu'on essaie de découper en trimestres et puis on sait combien on doit faire le mois. Ouais. Après, voilà, sur le mois, on essaie de pas entrer dans le mois en soi parce qu'il y a un mois où tu peux faire un peu moins, l'autre mois où tu peux faire un peu plus et du coup, en fait, ça permet d'équilibrer. Donc, je pense que les trimestres, c'est une bonne métrique. Du coup, ouais, tu fais ton trimestre. Après, comme tu dis, tu fais au mois. Et est-ce que tu te décomposes aussi, parce que tu as une visu quand même sur du coup ton pipe, on va dire, tu te décomposes aussi ça pour savoir combien de leads tu vas devoir aller chercher? Oui,
Ah bah oui, oui, bien sûr. Quand on se dit, bon bah ok, là on doit faire tant de MRR, on se dit, bon bah voilà combien il nous faut de leads, voilà comment on va aller les chercher, parce qu'on sait que sur tel canal, on a tel taux de transfo. Ouais, ok. Et tu peux le partager ton MRR aujourd'hui? Bah aujourd'hui on doit être, on est à quasiment 1 million d'ARR. Ok. Donc ouais, un peu plus de 80 000. Et vous avez, je crois que sur le site, il y avait écrit plus de 2000 clients, c'est ça? Ouais, on a plus de 2000 clients et on a accompagné nos clients à générer depuis le début plus de 180 millions de chiffre d'affaires. Ouais, ok. Et, Bah, ouais. bravo, hein. Ouais, donc c'est très cool. Ouais. Ah ouais, Ah, c'est cool. l'année dernière, on a fait quasiment 60 millions. Ouais. Donc c'est plutôt cool. C'est beau. Ouais. Et ton churn, t'en as beaucoup? Alors churn, plus maintenant. Pareil, churn sur SMB, très dur. Très très dur. Parce que t'as des gens qui arrêtent l'activité, t'as des boîtes qui ferment, Ouais. t'as des gens qui arrêtent de répondre du jour au lendemain. Et donc le churn, au début, on avait un churn énorme. On était à entre 8 et 10%. Ah ouais, quand même. Donc c'est énorme. Et, Sachant que à peu près la moyenne, en général, on essaie de viser en dessous de 3%. bah, ça dépend sur quel secteur, tu vois. Moi, Oui, quand je forcément. regardais les stats, quand je vois le SMB, sur de la TPME, t'es plus entre 5 et 10. Ok. Quand t'es sur du moyen, t'es effectivement 3 et 5. Et quand t'es sur de l'entreprise, de la grosse boîte, bah, Normalement, t'es ça à, churn ouais, t'es peu. à 1. Ouais, Tu vois. Mais non, SMB, t'as des churns qui sont énormes. ouais. Parce qu'en fait, il y a pas de... Ils peuvent changer de solution du jour au lendemain. Il y a Ouais, ça pas va de... très vite. Ouais, voilà, ça va très très vite. Comme la signature se fait très vite, tu vois. Contrairement à des deals que les gens signent de grosses boîtes en 1 an et demi, 2 ans, bah, en fait, nous, on arrive à signer en moins d'une semaine. Ouais. Donc pareil, les décisions, ça va vite, mais tout le reste, ça va vite aussi. Et donc du coup, au fur et à mesure du temps, en fait, on a travaillé ça et on a divisé ça par deux. Aujourd'hui, on est à 4. Ok. Ouais. Et au fait, il y a eu un gros travail d'analyse de données et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on a eu pas mal de tests. Et puis, bah, on a une super équipe aussi qui fait que... Parce que c'est quoi la conclusion? C'était plus mauvaise cible, problème produit? Euh, En fait, on est parti, on s'est dit... alors, on avait remarqué que les gens qui n'utilisaient pas le produit les 2 premiers mois, ils allaient churner. Ouais. Ils avaient plus de chances qu'ils allaient churner. Donc, du coup, on a maximisé au fait, le nombre de points de contact sur ces 2 premiers mois. On a commencé à faire des formations sur la plateforme. Parce qu'on a remarqué que, bah, en fait, qu'il faut expliquer ce qui va se passer, ce qui se passe. Si tu as un crédit qui est passé, bah, comment ça se passe. Si tu as un paiement qui est passé, bah, quand est-ce que tu vas recevoir les fonds, etc. Et au fait, on a remarqué qu'il fallait vraiment un travail, ouais, de formation et d'informer les gens sur le process et de leur donner une visibilité. Euh, Parce qu'il faut dire quand même qu'ils font confiance à l'époque, tu vois, et même aujourd'hui, à une petite boîte, tu vois, et c'est leur chiffre d'affaires, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Et donc, je pense que l'image aussi a joué, c'est qu'au début, bah, les gens ne nous faisaient pas forcément confiance, et au fait, petit à petit, ça commençait à prendre un peu. Mais pour revenir à la rétention, oui, ça a été principalement, en fait, c'était des choses vraiment sur ce qu'allait faire notre client les 2 premiers mois. Ouais. Et au fait, du coup, on faisait une formation, on a commencé à suivre des métriques de formation, le pourcentage de clients qui ont été formés. On a commencé à suivre des métriques sur le pourcentage de clients qui finançaient un dossier ou qui faisaient un paiement le premier mois, le deuxième mois. Et là, tu sais, parce que nous, pour Info Plus en Growth, on a l'habitude de l'appeler la phase d'activation. Exactement, c'est la Donc, phase tu vois. d'activation, c'est ça. Et ouais, du coup, donc toi, ton activation, elle se fait à partir de ces 2 mois, tu sais qu'il est activé, quoi. Bah, en fait, nous, il faut qu'il fasse du chiffre d'affaires avec notre solution. Parce que Ouais. on est Ouais, là pour c'est ça, au en fait. final, Voilà, c'est on est là pour l'objectif. ça. Et après, tu as la phase de aha moment, Ouais. où du coup, effectivement, bah, quand il atteint un certain niveau de chiffre d'affaires via nos solutions. Ok. Tu vois. Et là, du coup, tu te dis, bon, bah, ok, il fait 30% de son chiffre via mes solutions, donc il a quand même plus de chances de rester que de partir. Ouais, du coup, vous avez bien taffé sur cette partie onboarding, Ouais. activation. Ouais, on a bien découpé ça, et puis voilà, et puis après, ça a été aussi le fait de mettre en place un support qui répond hyper rapidement, euh, et, euh,
Et ça a été de les accompagner tout le long, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui prennent des abonnements annuels, on a des points trimestriels avec eux pour essayer de voir comment ça se passe, pour répondre à leurs questions, pour voir s'ils ont pas besoin de, s'ils ont besoin de certaines choses. Et voilà. Parce que au niveau de l'engagement, du coup, tu l'as dit, il y en a qui peuvent prendre à l'année, et sinon c'est du mensuel. Sinon c'est du mensuel, trimestriel. Trimestriel, Ouais. ok. Ouais. Ok, intéressant. Ouais. Ok, très stylé. T'avais d'autres métriques à partager ou d'autres choses non, principalement on suivait le MRR, on suivait le churn parce que forcément le plus important. Le churn pour nous c'est hyper important parce que c'est ce qui nous permet d'aller chercher de la croissance aussi. Parce que moins t'en fais et moins t'as besoin de signer de clients pour aller chercher la croissance. Donc ce qui est plutôt cool. Et sinon, comme tout entrepreneur, tu suis toujours la trésor. C'est ça, la logique. On arrive vers la fin, mais déjà, peut-être reposer aussi le Skill Box aujourd'hui. Du coup, petit point aussi, du coup, on l'a dit, ça fait 6 ans que vous existez. Tu l'as dit, il y a une bonne base de clients. Aussi, comment vous vous structurez aujourd'hui, donc en termes d'équipe. Tu l'as parlé, du coup, il y a aussi, je ne sais plus si tu l'as appelé CSM, mais en tout cas, quelqu'un au support. Ouais. Comment ça se compose aujourd'hui? Et après, on enchaînera sur deuxième partie. C'est quoi un peu la vision de l'Nbox? Aujourd'hui, on a 2 sales, une personne au support, une personne en CSM. Okay. Qu'on différencie vraiment CSM et support, en fait, parce que c'est vraiment pas le même. C'est vraiment pas le même métier. Le CSM, il est là pour faire en sorte d'activer les clients et de les accompagner et de faire de l'upsell et de l'upgrade. Et le support, en fait, ils sont là pour répondre aux questions un peu du day-to-day qu'ils peuvent avoir ou des besoins qu'ils peuvent avoir et qui nous le remontent via le chat ou par mail ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que tu as raison. Métiers différents. T'as raison parce qu'on fait souvent aussi... Après, il y a des problématiques, je pense aussi, de nommage en fait, des postes. Parce que tu vois, il y a un CSM, et tu me diras ce que tu en penses, mais normalement, il est quand même plus orienté genre key account, tu vois. Genre, il gère un peu ses clients. Et c'est vrai qu'on a tendance à le voir sur certaines startups, plus en support, comme tu dis, et qui est un peu réducteur en fait pour son métier, parce qu'il n'est pas là que pour ça, quoi. Ah bien sûr, mais je pense que c'est des métiers support qui sont peut-être appelés CSM, mais comme tu dis, ça dépend vraiment de l'appellation. Mais pour moi, CSM, c'est quelqu'un qui va prendre le relais après le sales, parce que pareil, les CAM... si c'est vrai, il y a effectivement certains trucs où les CAM peuvent être assimilés à des CSM parce qu'ils viennent après la partie sales en fait pour moi le CSM c'est ce qui vient juste après la partie sales. Ok, donc une fois que tu fais la vente, faut accompagner le client dans l'onboarding, faut l'activer, faut faire en sorte qu'il utilise tes solutions, et puis le CSM il a aussi une partie qui n'est pas énorme, mais qui est aussi commercial. Demain, tu sors de nouvelles features, le but, c'est qu'ils puissent en parler et les vendre. Tu as quelqu'un qui est en mensuel, le but, c'est qu'il puisse le faire passer en annuel. Voilà, c'est aussi une petite partie commerciale. Ok, intéressant. Et donc voilà, donc on a une personne en market, 2 sales, un CSM, un support et 2 devs. Ok. Et là, ça tourne. Et maintenant, du coup, c'est quoi la vision à plus long terme? Ça peut être dans quelques mois ou dans quelques années? La vision à plus long terme, on aimerait continuer d'accompagner les TPME à augmenter leur chiffre d'affaires. Nous, notre offre, elle a évolué depuis le début. On est passé de juste une solution de crédit à une solution de crédit plus solution de paiement. Aujourd'hui, on est en train d'intégrer pas mal de choses. Et notre vision a changé dans le sens où aujourd'hui, on a envie de couvrir au fait tout le spectre d'encaissement, on va dire, des clients pour nos marchands, en ayant que ce soit du TPE pour du physique ou des liens à générer pour des paiements à distance ou du paiement en plusieurs fois ou des solutions de crédit ou du PayPal. Voilà, c'est vraiment le but, c'est vraiment de couvrir au fait tout le spectre, des paiements. Et le but, c'est de continuer à trouver, à englober au fait les solutions dont ont besoin cette cible-là. Okay, tu vois, c'est d'aller chercher autre chose. Ça peut être un outil pour les aider à être plus visibles. Ça peut être, voilà, c'est vraiment, ça peut être pas mal de choses. Mais en tout cas, la vision, c'est de continuer d'accompagner au fait les TPME à faire plus de chiffre d'affaires et à leur simplifier la vie.
Et comment tu le vois ça sur une roadmap? Tu verrais du coup aller chercher des fonds ou non? Non, pas forcément. C'est vrai enfin, on est autofinancé, mais dans le sens où, au fait, on a pris du réseau entreprendre, Ouais. on a pris BPI, on a pris un peu de dette, etc. Ce qui nous a permis, au fait, de recruter les premières personnes et d'aller chercher un peu la croissance. Et au fait, depuis toujours, on a été rentable. Et donc aujourd'hui, non, on prévoit pas de lever de fonds, en tout cas avec l'Inbox. Et, et puis, bah, puisqu'on est Étape par rentable. étape. Ouais, c'est ça. Et au fait, aujourd'hui, voilà, si on veut lancer un produit demain, on a la capacité, si on veut, de recruter 2-3 sales pour vendre ces produits-là et de continuer à se développer. Ouais. Donc aujourd'hui, on n'en a pas vraiment besoin. Et puis pareil, pour lever des fonds, je pense qu'il te faut Je pense qu'il faut que les fonds puissent voir que ta boîte va faire 1 milliard demain. Tu vois, et je ne sais pas si c'est vraiment le cas avec l'Inbox. Donc non, on ne prévoit pas de lever de fonds. Est-ce que tu vois une possibilité d'élargir les secteurs ou tu penses que déjà tu es trop restreint parce que comme tu disais au niveau des partenaires financiers, il y a aussi un blocage où tu peux pas aller sur tous les secteurs? Ouais. Si, on prévoit d'élargir des secteurs. Après, voilà, on peut trouver d'autres partenaires pour aller effectivement Ouais. sur d'autres secteurs, etc. Donc si, c'est l'objectif. Ok. C'est vraiment l'objectif. Donc là, effectivement, on est en train de lancer une offre de paiement échelonné pour nos clients, notamment dans la formation, où au fait, ils ont des paiements récurrents en fait, qui doivent rentrer tous les mois ou des choses comme ça. Ouais. Pour le secteur des soins aussi, où parfois ils voient un patient pendant 1 an et que du coup, en fait, ça permet d'avoir un paiement échelonné tout le temps et qu'il n'a pas besoin d'à chaque fois refacturer, faire repayer, etc. Ouais. On va lancer les TPE aussi bientôt. On est en train de lancer PayPal aussi. Donc voilà. Donc Ouais, ça on va a déjà bien. une roadmap bien remplie. Ah ouais, vous avez du taf. On a déjà une roadmap bien remplie pour l'année. Et il y a l'Enbiz aussi du coup. Et à l'Enbiz Il y a aussi, l'Enbiz qui- ouais. Mais heureusement qu'on est plusieurs, donc ça va. Bah ouais, carrément. Ok, trop bien. Déjà, bah, merci pour tous les conseils. Avant de finir, j'ai aussi une question. Est-ce que tu aurais un conseil à partager à l'audience? Mais la condition, c'est que ça soit applicable dès demain. Ah, c'est pas mal. J'en aurais 2, peut-être un peu plus perso, Ouais. et peut-être un peu plus, Vas-y, balance. un peu plus applicable, on va dire concrètement. Ok. Je pense que le premier, c'est de toujours faire en sorte de savoir quoi faire avant de recruter une personne qui va faire. Ok. Ça, je pense que c'est hyper important parce que parfois, on a tendance à recruter des gens à des postes en disant qu'on en a besoin, sauf on n'est pas rentré totalement dedans. Et au final, on se retrouve un peu perdu, autant que la personne qu'on a recrutée. Et je pense qu'au début, ça bénéficie à personne. Parce que le recrutement, ça prend du temps. Et il n'y a rien de mieux que quand tu sais ce qu'il faut dérouler avant de vraiment prendre quelqu'un et connaître les métriques que tu dois suivre, etc. Donc en gros, tu as déjà des objectifs limites qui sont mis en face de la fiche de poste, quoi. Exactement. Ok, intéressant. Et je pense que le deuxième, un peu plus perso, bah, c'est de... Je sais pas qui disait ça, je crois que c'est Sam Altman ou un truc comme ça, c'était de dire que la force des entrepreneurs, c'est de croire en soi jusqu'à la délusion. Et c'est vrai, bah oui, parce que si nous, pendant tous les projets qu'on a fait, si pendant toutes les galères qu'on a eues, on n'arrive pas à trouver des banques, etc., qu'on croyait pas qu'on allait réussir, et qu'on allait réussir à monter un truc, et qu'on avait une confiance, mais oui, c'est la délusion en fait. La délusion, c'est le fait de croire des choses qui n'existent pas. De croire que tu vas y arriver, je trouve que c'est hyper important parce que c'est ce qui te donne envie de te lever le matin. Est-ce que ça te donne envie si tu te prends une porte, de passer à l'autre, en fait, sans te poser trop de questions. Et je trouve que ça, je crois que c'est le plus important quand tu commences à entreprendre. Hyper intéressant. Je ne connaissais pas du tout ce conseil. Enfin, en tout cas, cette citation. Mais ouais, c'est vrai. Parce que si tu te poses trop de questions aussi, au bout d'un moment, tu fais pas grand-chose, quoi. Sinon, tu te prends 2 portes, tu as un peu de difficulté, t'arrêtes. Ouais. Et tu vas trouver un taf, cool. Mais voilà, nous, c'était pas du tout notre objectif et on savait
pertinemment qu'on travaillant comme des malades, T'allais trouver le truc. qu'on allait trouver un truc. On allait vraiment chez les gens, on leur disait mais dites-nous, c'est quoi votre problème, on vous le règle. on voulait faire quelque chose, on voulait monter quelque chose et on savait pertinemment que ça allait le faire. Pas tous les jours forcément, t'as des jours down où tu te dis mais putain, C'est un peu les qu'est-ce qu'on est montagnes en russes. train de faire, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi on fait ça, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et au final, ouais, ça en vaut vraiment la peine. Les joies et les réussites que tu peux avoir dans l'entrepreneuriat sont aussi grandes que les échecs et les peurs que tu peux te prendre, quoi. Ouais, c'est un beau message. C'est un beau message. Et bah, du coup, merci pour tout ça. Merci pour Avec les plaisir. 2 conseils pour le prix Merci d'un. à toi de m'avoir invité. Et bah, franchement, c'était trop cool. Je pense qu'on a beaucoup de matière. Pour le petit mot de la fin, bah, du coup, d'aller suivre les aventures de l'Nbox. Ouais. Aussi te suivre toi sur LinkedIn parce que tu publies quand même assez régulièrement. Et surtout l'Nbiz, Et ça on va suivre. l'Nbiz. Ouais. C'est quand là, t'as une date déjà? Bah là, on va lancer dans quelques semaines. On n'a pas encore de date exacte, mais voilà, on a déjà notre page YouTube, Insta, Tout est prêt. TikTok qui est créée, c'est prêt. On a Allez. notre logo. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, il n'y a plus qu'à lancer la première vidéo. On est en train de bosser dessus. Trop bien. Bah, je te souhaite beaucoup de réussite en tout cas. Merci, Et encore merci Yacine. avec grand plaisir.